Bien, de la même manière que Donald Trump est revenu, nous revenons aussi pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. On va parler maintenant du Burkina Faso où Damiba, l'ancien président de la transition et d'autres officiers ont été radiés de l'armée. Nous évoquerons également le Togo pour cette deuxième partie, toujours avec mes deux invités, Yahweh Klonokunu et Credo Tete. Le Burkina, plusieurs officiers des forces armées, dont l'ancien président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, ont été radiés par l'actuel dirigeant du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, par une série de décrets signés le 30 octobre dernier. Il est reproché à ces officiers une faute jugée particulièrement grave, l'atteinte à la dignité militaire, caractérisée par une intention de porter les armes contre l'État et de nuire à la défense nationale. Ce sont au total 16 officiers et sous-officiers de différents grades qui ont été radiés selon plusieurs décrets signés par le président de la transition, Ibrahim Traoré. Ce qui fait parler Yaounoukoulou, c'est la radiation donc de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il lui était reproché depuis un certain moment d'abord, vous savez qu'il a écrit une lettre ouverte où il critiquait vertement la gouvernance de l'actuel dirigeant et donc il lui est reproché un certain nombre d'actions subversives contre le pays. Vous pensez que du côté des autorités actuelles de la transition, c'est qu'on veut définitivement régler des comptes à l'ancien président de la transition? Monsieur Samuel, vous savez, le poutiste, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui incarne une incohérence. Et ça n'étonne pas. Vous comprenez, des gens qui s'improvisent, président dans l'illégalité, et ça se comprend, parce qu'aux premières heures de son putsch, quelles étaient ses affirmations, ses déclarations? Non, qu'il allait respecter le calendrier de la CEDEAO tel que arrêté de commun accord avec la CEDEAO, mais par après, qu'est-ce qu'on voit? Alors donc, je crois que cette mesure-là qu'il a prise contre le colonel Damiba, son chef, son supérieur, il devait se l'appliquer d'abord. Parce que n'oublions pas que c'est avec le colonel Damiba qu'ils ont fait un coup d'État contre le président Marc-Christian Kaboré, un président légalement élu. Alors donc, monsieur Ibrahim Traoré pouvait se sentir gêné pour d'abord appliquer une telle mesure contre lui-même, parce que lui-même, il faut compter le put deux fois à son actif, parce qu'une première fois avec le colonel Damiba, une deuxième fois avec lui-même. Donc il faut qu'il se l'applique d'abord, qu'il se radie lui-même d'abord. Voilà. Alors donc ça c'est de l'incohérence. Il n'est pas radié parce qu'il avait fait le putsch, mais il est radié pour faute jugée particulièrement grave, caractérisée par des actions d'intelligence avec une puissance étrangère et des terroristes. Écoutez, monsieur Samuel, alors maintenant, ça là, qu'est-ce que ça traduit? Ça veut dire qu'ils sont en train de les accuser d'avoir tenté un putsch. Un putschiste qui se plaint de ce que on organise un putsch contre lui. Vous comprenez? Non. Il faut que les gens arrêtent de ridiculiser nos pays aux yeux du monde. Et c'est en cela, je m'interroge beaucoup, monsieur Samuel. Je me dis, dans la construction de notre Afrique, et si bientôt nous avançons vers un siècle d'après-indépendance, si le niveau est stagnant des pays africains, si les armées en Afrique ne constituent pas un frein, un handicap, un blocage à l'évolution de nos pays. Parce que quand nous voyons tout ça, d'abord même, regardez aussi, je prends l'exemple du Soudan, regardez ce qui se passe. Les Africains, ils ont des armes, tout ce qu'ils savent faire, c'est de se bomber contre leurs propres entre eux. Alors, jusqu'à quand, monsieur Samuel? Jusqu'à quand? Alors donc, moi je pense que ils sont là en train, même cette question de AOS là, c'est de l'illusion qu'ils sont en train de vendre, mais une illusion qui vend aux naïfs et non pas à moi, nous, parce que quand nous évaluons, quand nous observons, c'est des gens qui ont juste des agendas cachés. Des agendas cachés dont les actions, eux-mêmes les actions trahissent
leurs projets, leurs intentions, etc. Alors donc, moi, je crois que le monsieur capitaine Ibrahim Traoré, le putiste, il est juste dans de l'incohérence. C'est des gens qui divaguent et ils confondent. Et depuis quand est-ce qu'il a la notion bon, il se confond, hein, il se voit souverain, mais malheureusement, on se croit souverain avec quoi? Avec des matériels militaires dont on n'est pas capable de produire soi-même. On n'acquiert pas la faveur d'autres personnes et on veut jouer au tout-puissant, rien que sur ses propres frères. Et c'est dommage, c'est triste, c'est lamentable. Vivement que qu'il y ait du sérieux qui revienne en nous les Africains. Et que si vous observez bien également, M. Samuel, vous verrez que les coups d'État apparemment ont plusieurs allures, plusieurs connotations. Parce que quand vous voyez ce qui se passe actuellement au Gabon, où et c'est vrai qu'on va parler, bon, pour autant, je crois que c'est à l'issue d'une élection, le président gabonais n'avait pas encore prêté serment en tant que président, et il a la soirée même de la proclamation. Voilà, et il a été stoppé, mais comment cette transition est conduite? Déjà, il y a un projet de constitution, il y aura un référendum, et bientôt ils vont respecter le calendrier de la transition pour aller aux élections, etc. Oui, à la rigueur, moi, je ne peux jamais être d'accord pour les coups d'État, mais lorsque nous voyons comment cette situation est gérée, oui, à la rigueur, ça inspire à un lendemain, un lendemain acceptable, un lendemain meilleur. Contrairement à ce que nous voyons dans ces pays dits de l'AES, où des gens se confondent, etc. etc. Bon, écoutez, non, toi-même tu es un putiste et tu déclares... bon, de toute façon, M. Samuel, si jamais le président, le colonel Damiba arrivait à trouver un soutien fort et il retournait au Burkina, et que dans un affrontement, il s'avérait que c'est sa capacité, sa force qui dominait pour renverser encore le capitaine putiste. Je pense que cette question de radiation, ce ne serait que des mots sans effet, parce que cette mesure-là, ça montrerait que ce n'est que du vouloir de celui-là qui se croit tout puissant actuellement au Burkina, et c'est un non-événement pour côté armé, quand on parle de radiation, c'est quand même une décision particulièrement lourde qui intervient après des faits très graves. Oui, je crois que dans toute armée, lorsqu'on arrive à radier, ce n'est pas une partie de distribution de biscuits. Donc c'est qu'il y a des éléments probants ou bien accablants contre la personne, là où les personnes qui sont impliquées. Moi, je ne voudrais pas prêter des intentions au colonel, au capitaine Traoré. C'est lui qui a la gouvernance aujourd'hui du pays, et il a bonne conscience qu'il est arrivé par un coup d'État. Et lorsque vous êtes arrivé au pouvoir par un coup d'État, la première préoccupation, c'est la conservation du pouvoir. Et pour conserver le pouvoir, il y a disons, moult méthodes. Donc c'est que vous n'allez pas prêter le flanc. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé au pouvoir par un coup d'État que vous allez prêter le flanc pour que du jour au lendemain qu'on vienne vous balayer comme on balaye la cour ou bien la devanture d'une maison. Donc là, monsieur Ibrahim Traoré incarne aujourd'hui la gouvernance du Burkina Faso, et il est en droit de chercher à conserver le pouvoir. C'est vrai, dans une autre dimension, lorsque les coups d'État surviennent, ce que le commun des mortels ou bien le citoyen, le civil demande, c'est que ça soit fait rapidement pour que le mode d'évolution du pouvoir, qui est traditionnel, en conformité avec les notions démocratiques, c'est-à-dire les élections, soit organisé. Maintenant, je voudrais également dire que, contrairement à tout le procès qu'on peut faire, à toutes les intentions qu'on peut prêter à la clique ou bien au clan du capitaine Traoré, je voudrais qu'on s'interroge, qu'on se pose une question. Peut-être que nous n'aurons pas les réponses sur ce plateau ce midi, mais je me demande, est-ce que les radiés d'aujourd'hui seraient plus blancs que neige? Est-ce que uniquement on peut dire que les charges qui
ont été retenues contre eux sont des charges fabriquées ou inventées. Est-ce que ces personnes même n'ont pas prêté le flanc à un certain moment de la gouvernance de monsieur du capitaine Ibrahim Traoré? Nous avons suivi toutes les actualités, on a même suivi des audios qui ont fuité. On en a même écouté le capitaine Traoré qui a dit à un certain moment que les discussions sont assez poussées avec le Togo pour l'extradition du colonel Damiba à qui on reprocherait beaucoup d'actions ou bien des intentions de destruction ou bien de retour au pouvoir. Maintenant, si nous prenons le colonel Evra, qui a eu l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie. C'est vrai que lorsque le capitaine Traoré est venu au pouvoir, il y a de hauts officiers qui sont dans la quinzaine de noms qui n'ont jamais eu le sommeil tranquille. Mais l'autre interrogation, est-ce que ces personnes ne se connaisseraient pas assez pour voir combien pèse l'autre? Donc là, on ne va pas de sitôt faire un procès d'intention au capitaine Traoré. C'est lui qui a la primeur des renseignements, et s'il a décidé d'aller à la radiation, donc vivement que les charges qui sont retenues contre ces personnes-là, sûrement il y aura un processus, disons, de procès. D'ailleurs, le décret de radiation a stipulé, je pense à son article 2 ou 3, ils peuvent faire valoir leurs droits. Oui, faire valoir les droits, donc c'est les moyens de défense. Oui. Donc s'ils veulent aller jusqu'à faire opposition ou bien relever appel, donc là, je crois que c'est le tribunal militaire qui va connaître de ces appels. Et vivement que les charges retenues contre ces radiés ne soient pas des charges inventées. Lorsque je dis, je formule le vœu que ça ne soit pas des charges inventées, je ne peux pas non plus dire sur ce plateau avec certitude que ce serait des charges inventées parce que n'appréciant pas le degré des informations reçues par les nouvelles autorités du Burkina Faso, donc je ne peux pas faire du charlatanisme intellectuel ici ou bien jeter de l'anathème jeter de l'anathème sur le clan du capitaine Traoré. Mais c'est demandé. Oui. Est-ce que vous excluez toute hypothèse de règlement de compte quelconque? Non, je ne l'ai pas exclu. Donc c'est pourquoi je dis la manifestation de la vérité viendrait de l'équilibre qu'on ferait lorsque il y aura des relevés d'appel. Parce que, je l'ai dit dans mon accroche, premièrement, que lorsque j'ai cité le cas du colonel Evra, et non seulement de Damiba, quand Damiba a quitté le pays par la force des choses, c'est quelqu'un qui ne s'était pas aussi calmé. Oui. C'est quelqu'un qui ne s'était pas aussi calmé. Il était en contact avec ses lieutenants d'hier. Donc c'est quelqu'un qui ne sait pas jusqu'à aujourd'hui avouer vaincu. Et c'est de bonne guerre. Et c'est normal que le clan au capitaine Ibrahim Traoré pense ou bien focalise toute son attention sur les velléités que peuvent développer le clan à Damiba. Maintenant, est-ce que l'autre question que je voudrais qu'on se pose après celle des radiés, si les radiés sont plus blancs que neige, donc l'autre question c'est de voir est-ce que la personne du colonel Damiba était si prédominante? Est-ce que la personne du colonel Damiba était si prédominante? Pourquoi est-ce que je me pose cette question? Lorsqu'on va essayer de chercher les éléments de réponse, peut-être que nous comprendrons la situation aujourd'hui actuelle du Burkina Faso au plan militaire. Et ce n'est pas pour rien que je disais tantôt qu'il faut essayer de comprendre un putschiste qui est arrivé au pouvoir. La première des actions, c'est de sécuriser le pouvoir. Et lorsque vous savez qu'il y a des gens qui, du jour au lendemain, si vous avez un sommeil profond, peuvent vous balayer comme vous avez balayé, donc c'est que vous allez, dans une certaine mesure, essayer de protéger votre propre maison. Et je crois que le capitaine Traoré est dans cette logique. Mais vivement qu'un procès
ait lieu et qu'on puisse donner l'opportunité à ces radiés, à travers leurs avocats, de contester les charges. Parce que les charges ne sont pas les mêmes. Les charges diffèrent d'un radié à un autre. Mais il faut qu'on puisse donner la parole aussi à ces personnes pour essayer de présenter leurs moyens de défense. Monsieur Samuel, vous savez, moi, je reste ferme pour dire que, pour moi, un putschiste, c'est un illégitime, c'est un illégaliste. Bon, il est déjà au pouvoir. Bon, ce n'est pas une question de il est déjà au pouvoir. Il a prêté serment. Ce n'est pas, c'est-à-dire le mot d'accession au pouvoir, c'est que si je me fais à cela, c'est comme je trahis mes principes légalistes, je trahis mes principes démocratiques, républicains, c'est comme si je suis dans l'incohérence. Alors donc, je ne pense pas que quelqu'un ait dit sur ce plateau. Si vous permettez, un putschiste, ça n'étonne pas tout ce que nous voyons là. Même quand nous voyons que des magistrats aussi de force sont envoyés sur le front, comme quoi, pourquoi est-ce qu'ils doivent porter de critiques, etc. Voilà, avec les putschistes, voilà tout ce qu'ils peuvent servir. C'est tout ce qu'ils savent faire. Commettre ces incohérences-là pour me retenir et ne pas sortir certains mots. Alors donc, qu'est-ce qui étonne? Donc, on ne peut voir que mais en même temps, il y a schémas-là. Si ces gens qui sont aujourd'hui radiés se sont rendus coupables des faits reprochés, vous n'êtes pas en train de dire qu'on ne fasse rien. Mais qui accuse qui de quoi? Un putschiste lui-même. Quelqu'un qui est arrivé illégalement, qui a pris le pouvoir de façon illégale, en trahissant la constitution de son pays, en piétinant les lois de son pays, en violant l'esprit de son pays, l'esprit républicain. Alors c'est qui au juste qui accuse de quoi? Celui-là même qui a commis les mêmes bavures, les mêmes désordres contre un président légalement élu, en la personne du président Christian Kaboré, qui parle. Celui qui parle, il est qui lui-même? Non, arrêtons de faire de la confusion ou de faire de l'à peu près. Qui est celui-là qui parle, qui accuse les gens de quoi? Quand lui-même, il est le premier coupable, en commettant un coup d'État, en violant la constitution de son pays, en piétinant les textes, les institutions de son pays. Pour lui, à cause de lui, son propre vouloir, tout simplement parce que il a la grâce d'avoir les armes en main, et donc du coup on se croit plus puissant, etc. Non, nous devons sortir de cette confusion là. Donc c'est en cela, monsieur Samuel, moi, les putschistes ne me donneront jamais confiance. Les putschistes ne me rassureraient jamais. D'accord. Voilà. Oui, non, mais moi, j'aurais été totalement satisfait si au lendemain du coup d'État du colonel Damiba, si j'avais retrouvé mon cher ami Nkounou dans cette posture, je dirais qu'il a fait dans la mesure, dans bien évidemment, oui, bien mais évidemment. Ce n'est pas le cas. Non. Mais on a comme l'impression, j'aurais souhaité qu'on dépassionne le débat. Non, y a pas Ce de n'est passion. pas tant la personne du capitaine Traoré qui m'importe, mais c'est le système ou bien la tension aujourd'hui qu'il y a au niveau du Burkina Faso. Et c'est vrai, le colonel Damiba a fait un coup d'État à un président démocratiquement élu. Ensemble avec le capitaine, il faut préciser. Non, C'est ensemble avec le capitaine. Cela ne voudrait pas dire que le coup d'État du colonel Damiba était épousé par l'ensemble des officiers ou bien de l'armée burkinabé. Même chose, même situation. On ne nous dira pas aujourd'hui que le coup d'État du capitaine Traoré au colonel Damiba a reçu toute l'ascension ou bien l'assentiment ou bien l'accord de toute l'armée burkinabé. À un certain moment, il faut qu'il y ait des gens qui osent, parce que des gens qui ne se reconnaissent plus dans l'action d'un président X à un moment donné. Mais nous ne sommes pas en train de dire que nous légiférons sur ce mode qu'on n'encouragerait pas, ce mode de dévolution du pouvoir. Le mode de dévolution du pouvoir, en termes de normes démocratiques, c'est par les urnes. Maintenant, Damiba a fait un coup d'État. Traoré lui a fait un autre coup d'État. Maintenant, Traoré est dans quelle posture? Traoré est dans une posture aujourd'hui de conservation du pouvoir. Et lorsque vous avez même dans votre famille, dans votre association, je prends l'association, lorsque vous avez des gens, et en tant que premier responsable
responsables, et vous avez des gens qui vous mettraient mal à l'aise, je dis bien qui vous mettraient mal à l'aise, ou bien des gens qui auraient des velléités, la première des choses pour votre quiétude, c'est d'essayer de les écarter. Peut-être que le président Traoré est dans cette posture, donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on interroge la méthodologie même de la conservation du pouvoir. Le pouvoir politique, pour conserver, il y a assez de moyens, il y a assez de méthodologie. Maintenant, nous ne pouvons pas dire, moi je ne veux pas qu'on prenne des toges d'avocats ou bien des robes d'avocats ici pour dire tel a fait bien, tel a fait mal. Maintenant, si il y a des choses, des charges qui sont retenues contre cette quinzaine de radiés, qu'on puisse également assurer leurs moyens de défense pour qu'on puisse faire un débat contradictoire. Et heureusement qu'au Burkina, il y a un travail, il y a un tribunal militaire. Nous avons vu ce tribunal militaire à l'œuvre lorsqu'il s'était agi de juger le général Diendéré. Donc on va demander à ce que ces mêmes chances soient accordées à ces radiés. Et vous savez, ces radiés aujourd'hui sont en position de faiblesse parce que non seulement ils ne peuvent plus parler au nom de l'armée, mais ce sont des radiés qui seront surveillés comme de lait sur le feu. Parce que ceux qui sont toujours au Burkina ou bien ceux qui sont à l'extérieur, le Burkina aujourd'hui sous Traoré a aussi des tentacules, a aussi des soutiens au niveau de l'extérieur. Et là, est-ce que ce ne sont pas la somme des renseignements qui a fait que le capitaine Traoré est passé à cette décision assez dure, assez radicale? Je mets un point d'interrogation. Vous le savez sans doute, Yaounoukoulou, que le lieutenant-colonel Damiba, qui est au Togo, ne cache pas non plus son inimitié contre Ibrahim Traoré, qui est son tombeur. Eh bien, écoutez, monsieur Samuel, qu'est-ce qui vous étonne? On parle de colonel Damiba et on parle de capitaine Ibrahim. D'abord, il y a d'abord un grand écart. Traoré. Oui. Il y a d'abord un grand écart. Et ensuite, souvenez-vous que c'était, je dois dire, de connivence avec le colonel Damiba qu'ils ont monté un coup d'État contre le président Rochma Christian Kaboré. Vous comprenez? Alors donc, du coup, c'est vrai, le colonel Damiba lui-même, il est aussi un putschiste. Bon, maintenant, si il se met dans ces états, et c'est parce qu'il est conscient de ce que, avant de porer ce putsch-là, eux tous qui se sont mis dans cette posture, il sait le pied sur lequel ils s'étaient mis. Alors donc, si aujourd'hui, quelque part, il se sent trahi par le capitaine Traoré, et c'est tout à fait normal que qui ne digère toujours pas. Alors vous comprenez. Alors donc du coup, Monsieur Samuel, moi de toutes les façons, je ne trouverai jamais de justification. Pour moi, je ne trouverai jamais, même au lendemain du coup d'État contre le Christian Roch, moi j'ai condamné ça. Parce qu'un président légalement élu, le putsch, moi je ne suis pas d'accord avec le putsch. Alors donc, ils sont tous de la même chose. Que ce soit le colonel Damiba, le capitaine Ibrahim et tous les putschistes là. Parce que vous savez, moi aussi, il y a une incohérence que je vois. À la rigueur, à peu près, on voit au Niger où c'est un général qui est là. Parce que quand c'est le capitaine Ibrahim qui est là, Ibrahim Traoré, donc ça veut dire que tous les généraux, tous ces supérieurs en grade vont lui taper à l'allégeance. Non, il n'y a que... C'est la même chose quand c'est un civil qui est là, il n'est pas militaire, mais on lui tape à l'allégeance. Oui, un civil qui est là, il est le chef suprême des armées. Oui, un civil qui est chef suprême des armées. Un civil qui a la légitimité, non, qui je est parle élu. de celui qui est au pouvoir. Oui, qui est au pouvoir. Il est chef suprême des armées. Oui, le civil, il est venu au pouvoir par le bien du peuple. Oui, par le peuple. C'est le peuple qui l'a monté au pouvoir. Je ne pense pas que le peuple burkinabé se plaigne d'Ibrahim Traoré. Non, ben écoutez, monsieur Samuel, vous n'avez pas fait de sondage, mais au moment, je vous dis que ces gens-là, ils sont dans une campagne, dans une propagande de manipulation, et leur manipulation ne fonctionne que sur les naïfs, parce qu'il y en a beaucoup de Burkinabés également qui ne sont pas, qui sont des légalistes. La preuve. Vous pensez que
ces magistrats-là qu'on envoie de force au front. C'est normal. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette violation des tests. Le droit qui est piétiné. Nous sommes des humains. Donc, en tant qu'humains, nous devons nous laisser guider par la loi. Le droit que nous devons respecter. Nous devons savoir ce que nous voulons surtout. Parce que quand nous allons toujours végéter dans ces incohérences-là et trouver des justifications qui nous ridiculisent et nous-mêmes nous croyons que oui, nous sommes, etc. C'est pourquoi l'Afrique est toujours dans ces niveaux-là. C'est pourquoi nous sommes toujours comme ça. Alors, tant que nous n'allons pas faire le choix du sérieux, tant que nous n'allons pas faire le choix d'être strict dans la rigueur, dans la légalité, et que nous allons trouver des justifications dans ces comportements rocambolesques de violer les constitutions, de trahir l'esprit républicain de notre pays, et etc., trouver des arguments, etc., notre niveau ne changera pas. Nous resterons toujours là. En même temps, au-delà de tout cela, on peut aussi se poser légitimement la question, parce qu'on sait aujourd'hui la situation sécuritaire au Burkina. Est-ce que le Burkina est tranquille avec tous ces hommes en armes qui ne s'aiment pas? Non, l'aspect sécuritaire aussi inquiète. Donc, on ne dira pas qu'avec l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré que tout est rose. Le lieutenant-colonel Damiba avait essayé de faire quelque chose, mais il a été aussi limité dans ses actions. Et c'était le reproche principal du clan de Traoré pour motiver le coup d'État. Pour motiver le coup d'État. Mais aujourd'hui, est-ce que le volet sécuritaire est satisfait à 100%? Non. Et là, le volet sécuritaire dans tout système politique n'est pas à 100% satisfait parce que c'est une perpétuelle quête. Maintenant, avec les terroristes, les actions des djihadistes, c'est vrai, nous voyons des actions d'éclat de l'armée du Burkina avec le concours de certaines puissances étrangères. Mais ça va durer quand? Est-ce que ça va se limiter à ça? Est-ce que des actions d'envergure auront encore lieu? Nous le souhaitons pour la pacification, pour la paix même au niveau du Burkina. Mais vous permettez que je puisse nuancer un tant soit peu les propos de mon co-débatteur. Vous savez, on n'a jamais dit quelque part qu'un coup d'État est une bonne chose. Et il ne faut jamais insinuer aussi que pour faire un coup d'État, il faut être soit colonel, soit général. Un officier, un sous-officier peut aussi faire un coup d'État. Et un coup d'État n'est pas porté par un seul militaire, un seul homme en uniforme. Un coup d'État, c'est un tout. Parce qu'à un certain moment, des stratégies ont été développées par des gens qui ont constaté ou bien qui ont jugé insuffisantes certaines actions du pouvoir qui est en place. Maintenant, il ne s'agit pas d'apprécier un coup d'État par les galons de celui qui est le porte-parole de ces personnes qui ont fait le coup d'État. Aux premières heures du coup d'État du putsch contre le colonel Damiba, aux premières heures, on s'interrogeait même sur l'identité de la personne. Ça a duré au moins quelques heures avant que on ne voit le visage du capitaine Ibrahim Traoré. Et jusqu'aujourd'hui, il a su assumer son rôle parce que il a frappé à sa poitrine pour dire « je l'ai fait » et il est en train d'user de son pouvoir aujourd'hui. Le traître. Là, ça n'engage que vous. Je n'ai pas la prétention de qualifier quelqu'un. Si vous le dites, peut-être que vous avez les éléments d'appréciation. Mais tout en reposant la question ou bien le sujet du débat, donc c'est que je me dis, et je le répète, ces radiers seraient-ils plus blancs que neige? Monsieur Samuel, vous savez, il y a quelque chose récemment qui a réjoui mon cœur. Et c'est quoi? C'est le discours du Bénin devant l'Assemblée nationale des Nations Unies, où le Bénin a eu encore l'occasion de préciser le rôle de l'armée, qui est celle de s'assurer la sécurité des institutions, etc. Et le Bénin a pris encore le temps de préciser avec dignité, avec efficacité, avec, comment dirais-je, moralité, le rôle qui est réellement dévolu à l'armée et non pas ce que nous constatons et qui nous fait voir ces scénarios-là, ces scénarios d'humiliation, d'incohérence, etc. Alors vivement que ce discours du Bénin rappelle les gens à l'ordre.
désordre pour comprendre que c'est ça le rôle des armées. Et tel que nous les voyons également, nous avons vu. Et vous souvenez-vous en 2020, lorsque Donald Trump voulait réclamer comme quoi il a été victime d'un truc là, mais il y a eu de rivalité politique, mais jamais vous n'avez vu l'armée s'ingérer. Parce que ce n'est pas. Donc, nous devons savoir faire les choix que nous faisons. Heureusement que dans notre Afrique, il y en a quand même qui ont conscience et qui font l'effort de marcher dans cette droiture, dans cette lumière-là, de manière à ce que tous les rôles dévolus à chaque corps, à chaque institution soient respectés pour l'intérêt de la République, pour l'intérêt du pays, et qu'il n'y a pas du patinage, il n'y a pas de l'incohérence, il n'y en a pas qui viennent semer du désordre, de la pagaille, des incohérences, etc. Messieurs, on va passer au dernier sujet maintenant. On va parler du Togo, le Togo qui s'achemine petit à petit vers la mise en place d'un système parlementaire bicaméral. Le gouvernement au Conseil des ministres, le mardi 5 novembre dernier, a adopté l'ordonnance fixant le nombre de sénateurs, les indemnités, les conditions d'éligibilité ainsi que le statut des anciens sénateurs. Le texte a été adopté après l'avis favorable de la Cour constitutionnelle et fixe donc les éléments que je viens de préciser en vue de prendre en compte les nouvelles attributions du Sénat. Il y a lieu de réviser la loi organique de 2003 en prenant la présente ordonnance conformément à l'article 98 de la nouvelle Constitution qui prévoit que la mise en place des institutions de la 5e République est faite par voie référendaire. Alors donc, système bicaméral, pour quel avantage, Credo Tété? Donc je crois que c'est ça même l'essence d'un système parlementaire. Un système parlementaire parce qu'aujourd'hui, le Parlement aura 2 chambres. Donc l'Assemblée nationale ordinaire qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui, mais également la Chambre des sénateurs. Donc je crois que ça permettra un débat à un niveau plus élevé. Le Togo n'est pas le pays qui fera la première expérience. C'est un exercice, c'est un apprentissage et je crois que le système parlementaire est ancré même dans les habitudes des Togolais, seulement que on n'avait pas, on n'en avait jamais essayé, disons avec la Chambre des sénateurs. La Chambre des sénateurs, parce que les sénateurs aussi auront leur rôle, leur fonctionnement, leurs obligations. Et nous avons vu que dans la Constitution de la 5e République, les sénateurs ont un rôle important à jouer parce que s'il faut choisir le président de la République. Donc il faut des actions assez concertées avec, disons, la première chambre qui est l'Assemblée nationale. Donc c'est que, aussi bien que l'Assemblée nationale a sa partition à jouer, le Sénat aussi a ses attributions. C'est un exercice, donc autant que faire se peut, donc on va demander à ce que les institutions soient rapidement mises en place et que nous puissions aller au concret. Et aujourd'hui, vous allez voir, il y a même l'engouement des partis politiques, il y a l'engouement même des personnalités, même des civils, à participer ou bien à se voir élus au niveau de ce Sénat. C'est vrai que les modalités ont été clairement définies parce que les conseils municipaux ont une grande responsabilité, mais le chef de l'État a également une partition à jouer en nommant, disons, un effectif aussi au sein de ce Sénat. Donc, vivement que toutes les institutions qui sont prévues dans la 5e Constitution de la République soient rapidement mises en place et que nous puissions passer de la période transitoire à un vécu réel de cette nouvelle République. Alors donc au niveau du Sénat, on a 2/3 des membres qui sont des personnalités élues par les représentants des collectivités et 1/3 des personnalités nommées par le président du Conseil, celui qui sera président du Conseil à partir de mai 2025. Expérience bicamérale pour beaucoup, Yaounoukoulou, ce n'est qu'une expérience budgétivore. Monsieur Samuel, il y a une réalité. Cette réalité est que quelques remarques ou quelques critiques ou quelques insatisfactions qu'on pourrait exprimer, est-ce que cela aurait d'impact? Et ça veut dire que c'est un train qui démarre. Et donc est-ce que avec une main je peux arrêter ce train?
non. Maintenant, tout est plutôt question de savoir. Il y a des trains, mais quelle est l'allure? Quel est le comportement de ces trains-là? Parce que nous voyons, il y a des trains à des endroits. Quand ces trains passent, c'est de la fumée, c'est la pollution avec de la fumée. Bon, ailleurs, il y a des trains aussi qui avancent. Vous ne sentirez même aucun bruit, aucune fumée, qui avance bien. Et il y a d'autres trains également, quand vous les voyez, même les personnes que ces trains, les conditions, le confort, etc. Bon, donc ça veut dire que tout est question de savoir. Et ce n'est pas seulement une question qui est d'existence d'institutions, mais comment fonctionnent ces institutions-là dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du peuple, pour notre propre construction, évolution. C'est cela dont il est question. Alors donc, du coup, moi, je n'ai pas grand chose à dire que de voir en quoi c'est important, en quoi ça rentre dans l'intérêt des populations, du pays, etc. Bon, donc voilà, nous attendons de voir. Hein, on a quand même dans beaucoup de pays à travers le monde des institutions, je veux dire parlementaires monocamérales. Le pays va bien. Oui, le pays va bien, mais dans d'autres pays aussi, on a le système bicaméral, le pays va bien également. Ils ont des moyens pour assurer cela. Le Togo, non, mais je crois que c'est pas le pays le plus enviable non plus. Non, ce n'est pas le pays le plus décriable aussi. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous voulez quitter un point A pour un point B, il faut s'assurer qu'on se donne les moyens pour y parvenir. Et se donner les moyens, donc, ne signifierait pas qu'il faut avoir tous les moyens exclusivement au départ, mais l'action conjuguée, l'intérêt que cela va susciter et le rôle des acteurs ou bien des maillons de la chaîne va faire que ce système va rouler, sera tellement huilé. Et c'est vrai, vous avez abordé la question sous l'aspect budget. Ici, ce n'est pas budgétivore. Donc, dans une certaine mesure, en comparant avec l'Assemblée nationale traditionnelle que nous avons, lorsque on va prendre les charges d'une Assemblée nationale plus les charges de la seconde chambre qu'est le Sénat, c'est vrai, donc ça fait 1 + 1, ça fera 2. Donc ça ne fera jamais 1. Donc c'est dire que cela va demander beaucoup plus de moyens, mais quand nous allons comparer les moyens financiers que cela va engendrer par rapport aux résultats, aux apports même de ce Sénat, peut-être qu'on arrivera à avoir l'équilibre et si on a le sens de la mesure. Mais justement, quand on prend le sujet côté apport, j'ai envie de dire apport politique, apport en termes d'institutions, c'est difficile de voir cet apport-là, cette différence. Non, mais est-ce à dire que vous ne voyez pas l'importance d'un Sénat? Justement, parce que dans les pays où on a les deux chambres, oui, on a juste les thèses qui quittent la chambre haute pour la chambre basse, qui fait l'aller-retour. À la fin, le parti dominant l'emporte toujours. Donc, qu'on ait 1 ou 2 chambres, il n'y a pas vraiment une grande différence. Non, mais la différence, c'est au niveau des débats. Les débats de l'appréhension des sujets et de l'opportunité qu'on puisse même rattraper les erreurs lorsque ça quitte un point A à un point B. Vous savez, même celui qui a la prédominance d'une chose, à un certain moment, si cette personne fait valoir ses avantages ou bien ses obligations, à un certain moment, lorsque le débat va tourner autour de la question, il y a toujours ce qu'on appelle l'introspection. L'introspection permet aussi bien à l'humain que nous sommes qu'aux actions politiques de se remettre en cause. Et le fait qu'on ait aujourd'hui le système bicaméral, je crois que chaque entité aura sa partition à jouer. Et c'est clairement défini. Et nous allons voir que, et vous avez même vu la composition même, la composition même de la seconde chambre, le Sénat, 2 tiers qui proviennent de nos communautés à la base, des communes, et 1 tiers composé des personnalités, des gens assez outillés, pour ne pas dire assez sages, assez politiquement mûrs, qui peuvent élever le niveau du débat tout en recherchant le bien
des populations tout en recherchant le bien du pays. Moi, je crois que c'est un exercice, on ne doit pas avoir peur de faire cet exercice. Moi, s'il ne tenait qu'à moi, j'allais même demander pourquoi ne pas aller rapidement, une fois que les ordonnances sont OK, qu'on puisse aller rapidement à la matérialisation de ce Sénat et qu'on puisse voir également quels vont être les apports de ce Sénat, lors de ce Sénat, et en complément, je ne parlerai pas de comparaison, en complément à ce qui se fera au niveau de la première chambre qu'est la traditionnelle Assemblée nationale. Donc ça veut dire que cette mesure vient faire du rattrapage pour corriger les couacs, parce que traditionnellement nous avons toujours eu rien qu'une Assemblée nationale qui a fonctionné, on se rappelle, lors du décès du président Yadema, les textes prévoyaient que ce soit le président de l'Assemblée de la Chamba qui assumait l'intérim. Alors donc les conditions dans lesquelles les choses se sont posées jusqu'à ce que la CEDEAO prenne des sanctions et appelle au retour à l'ordre constitutionnel. Donc ça veut dire que vous, Monsieur Credo, vous insinuez que cette mesure vient faire comme du rattrapage, corriger les couacs que l'institution Assemblée nationale ayant été existée et seule aurait commis. Donc ça veut dire que dorénavant, il n'y aurait plus de ces couacs-là dont nous avons toujours fait face. Peut-être. Non, mais moi, je ne parlerai pas en termes de couac. Je voudrais qu'on élève un peu le niveau du débat. Non, je ne parlerai le niveau pas. Du débat hier, parce non, que non, parce que quand nous parlons du non, Sénat, je suis en train, de donner des éléments de réponse. Le niveau de débat, c'est comme si. Non, le niveau de débat, ce n'est pas par rapport à ta personne, à ma personne, mais si je dis le niveau du débat, c'est par rapport à la compréhension du sujet. Vous savez, je ne m'inscris pas dans une logique de rattrapage ou bien de correction. Le système monocaméral était là, ça a été expérimenté. Le système bicaméral a été expérimenté, même si c'est le premier exercice qui sera fait au Togo, ça a produit des effets, ça a donné des résultats. Si ça a donné des résultats ailleurs, c'est parce qu'à un certain moment, pas seulement on n'a pas considéré l'aspect budget, c'est que le fonctionnement même de cette seconde chambre a été d'un apport disons à ce qu'on peaufine mieux le débat politique. Si cela peut permettre à ce que le débat soit tellement enrichi et qu'il y ait également d'autres opportunités de réflexion, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça ne vient pas comme mon cher Cyril est en train de l'insinuer, que ça vient rattraper. Non, apparemment, moi je pense que M. Credo, vous êtes juste dans du langage. Vous êtes juste dans du langage. Parce que moi je ne vois que du langage. Oui, revenons, Yaounoukono, à l'apport justement de ces chambres-là. On sait que le Sénat a toujours existé dans la Constitution, même de la 4e République, mais il était précisé que avant son installation, ses pouvoirs étaient assumés, ses prérogatives étaient assumées par l'Assemblée nationale. Donc là, on est donc en train de s'acheminer vers son installation. Maintenant, regardons son opportunité justement dans le contexte de notre pays. Et c'est de cela que moi je touche du doigt. Le Sénat n'a jamais existé. Alors maintenant, si dorénavant le Sénat doit exister et fonctionner, alors donc ça voudrait dire qu'il y a de la nouveauté, qu'il y a du nouveau, il y a de l'amélioration que cela garantit. Et c'est tout ce que moi j'essaie de toucher du doigt. Quelle amélioration? C'est-à-dire que, vous savez, les prérogatives de l'Assemblée nationale qui soient totalement dissociées de celles du Sénat, et que le tout ne soit plus conjugué au sein de l'Assemblée nationale, de manière à ce que, dans une certaine suite, et tel que, bon, M. Credo a essayé de les décortiquer, mais sauf que il n'a pas voulu comprendre que, bon, est-ce que cela répondrait comme à un rattrapage par rapport à des couacs qu'on aurait connus, compte tenu de ce que tout soit conjugué dans cette assemblée, dans une seule assemblée pendant longtemps, pour que dorénavant les choses fonctionnent autrement, parce que quand nous sortons d'un système pour aller vers un nouveau système, il faut que quand même qu'on soit à même de noter de l'amélioration, de l'évolution, de façon à ce que nous ne restions pas toujours dans des mêmes pratiques durant des décennies où nous n'avons toujours eu qu'une Assemblée nationale. Alors donc, en cela, quoi qu'il en soit, M. Samuel, vous savez,
quoi qu'on puisse dire ici, nous ne serons pas ces acteurs-là dans cette institution, le Sénat. Nous sommes des observateurs. Alors donc, nous verrons ce que ça apporte de nouveau. Moi, c'est ce qui m'importe, moi. Moi, j'attends de voir ce que ça apporte de nouveau. Alors donc, c'est ça qui m'importe. C'est ça l'essentiel. Alors donc, moi, c'est cela que j'attends avant de me prononcer, de jurer. Ma foi, je suis dans l'espoir de voir qu'il y a de la nouveauté avec ce nouveau système et qu'il y a tellement de choses dont nous avons toujours été habitués, dont nous avons toujours assisté, qu'il y aura d'amélioration, et c'est ce que moi j'attends de constater. Alors donc pour le moment, je ne peux pas peindre en blanc ou en or déjà quelque chose qui n'a pas encore existé. Donc j'attends de voir. Dans un pays où le Sénat a vraiment du poids, c'est les États-Unis. Vous savez que la plupart des chefs d'État même sont d'anciens sénateurs, peut-être à part Donald Trump et quelques-uns qui ont fait l'exception. On voit véritablement l'importance de cette chambre là-bas. Il y a le Congrès, il y a le Sénat, chacun a son rôle à jouer. Quand on prend l'exemple de la France, dont la plupart des constitutions des pays francophones sont inspirées, le Sénat ne ressemble qu'à un garage, finalement. Est-ce que c'est à cela qu'on répond? Il y a des gens qui sont là, qui ont servi la République, qu'il faut bien récompenser à la fin? Non, je ne m'inscris pas dans cette assertion. Moi, je vois les choses sur un plan, disons, d'amélioration, sur un plan évolutif même de la pensée politique, lorsqu'on met l'humain au centre de toute action de développement politique. Je ne voudrais pas que le fonctionnement de notre futur Sénat s'apparente aux erreurs ou bien à ce qu'on reprocherait à certains Sénats où les gens auraient l'impression comme quoi c'est un lieu pour se reposer pour des gens qui ont assez servi ou des gens qu'on voudrait récompenser. Moi, je dis que je ne privilégie pas la posture de voix, mais je privilégie une posture de souhait. Le souhait en ce sens que le Sénat, avec sa mise en place, soit un plus pour la vitalité démocratique dans notre pays et que les aspirations profondes des populations soient prises en compte. Lorsqu'on dit qu'on a un bâtonnet, on y ajoute un, mathématiquement, ça fait deux. Ça fait deux, et ça traduit une certaine évolution. Nous ne disons pas que ceux qui ont évolué ou bien ceux qui ont prospéré, ceux qui ont exercé dans un système monocaméral qu'on avait connu dans notre pays, que ces personnes ont démérité. Mais à un certain moment, la pluralité même des débats, la pluralité des opinions voudrait que une seconde chambre puisse également jouer le rôle de tamis. Et c'est ce rôle que je souhaite. Vous voyez, avec la réussite même de la décentralisation, avec la mise en place des 117 communes, il y a un exercice politique, politico-démocratique qui est fait. Et aujourd'hui, des communes qui sont dirigées aussi bien par des militants au pouvoir que par l'opposition, chacun fait de son mieux pour essayer de développer sa commune. C'est là où on doit amener également ceux qui seront au niveau du prochain Sénat de jouer leur partition, de se faire remarquer positivement, de jouer leur rôle pour que on n'ait pas l'impression que c'est un autre système budgétivore. Monsieur, merci. Oui, mais monsieur Samuel, moi, vivement que mon souhait que en Afrique, dans nos pays, il faudrait faire l'effort de manière à ce que les institutions ne répondent pas que de non, mais parce que ces institutions sont dirigées par des hommes. Alors donc, faisons l'effort d'être des hommes de qualité, des hommes de probité, des hommes qui ont l'engagement patriotique, l'esprit républicain et qui mettent le pays au-dessus de leur intérêt personnel de manière à ce qu'il y ait du résultat qui en ressort et non pas que les institutions ne répondent que de non. C'est de la jeunesse patriotique qu'il a dit. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Credo, merci. Merci, ce fut un plaisir. J'espère que le retour ne soit plus aussi long que... Non, et toutes les fois que les opportunités s'offriront, c'est avec plaisir que nous ferons cet exercice intellectuel. Merci, Samuel. Merci à tous d'avoir suivi Le Monde en 7. On se retrouve le samedi prochain.